clairement, je suis antisocial parce que j'estime que ça crée un peuple faible. Demain, en cas de guerre, en cas de problématique contre des peuples forts, ça va être difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je mettais de l'essence, tu sais, j'étais pensif. Ils ont ouvert la porte de l'autre côté, ils ont pris le sac, ils sont partis en courant. Moi, j'ai jamais eu de problème de vol au Maroc, dans le Maghreb. Pourquoi l'immobilier augmente au Maroc? Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est rien ça, la Coupe du Monde 2030. C'est pas ça qui fait que l'immobilier augmente. En parlant du fisc, est-ce que tu as vu qu'au 1er janvier, ils ont donné beaucoup plus de pouvoir aux agents fiscaux Chercher les réseaux sociaux. Chercher les réseaux sociaux. À mon avis, ils vont avoir des surprises. Quand une monnaie va commencer à disparaître pour passer sous une autre monnaie, tu verras la flambée de l'immobilier à ce moment-là. Moi, je suis anti. Les gens, ils peuvent penser de ce qu'ils veulent. Je dis la réalité. Hakim, comment tu vas aujourd'hui? Oui, ça va et toi? La forme? Impeccable, toujours un plaisir d'être au Maroc. Ouais. Ça fait plaisir de te voir avec une nouvelle coupe de cheveux. Ouais. J'ai tellement eu de critiques sur les réseaux, j'ai tout coupé. C'est vrai? Non, c'est que vraiment, je suis dans un mindset de travail en ce moment. Pas le temps d'aller chez le coiffeur. Ouais. Donc, on va à l'essentiel. Magnifique. Une petite question que je vais te poser vraiment. Comment ça va, mais réellement? Ah, très très bien. Parce que moi, je vais toujours bien. Mon indice bonheur est toujours de 10 sur 10. Donc ça va. La grande forme, plein de nouveaux projets. Je sors un peu de mon rôle d'investisseur et d'actionnaire pour reprendre un rôle d'opérateur pour les 5 prochaines années. Et ça me redonne de la pêche. On va en reparler de ton challenge fou que tu veux mettre en place. Mais sinon, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Ça a été comment la grisaille en France? J'ai vu que tu as été quelques jours en France. Comment ça s'est passé d'ailleurs, le climat en France? Je vais te dire, j'adore la France. Franchement, j'ai mal à ma France. Voilà, franchement. Moi, je pense que j'aime la France plus que les hommes politiques français. Mais je suis resté 15 jours, tu sais, pour passer les fêtes de Noël, Nouvel An en famille. Je te jure, je t'assure, on m'a cassé 3 fois la voiture. Une fois la vitre à Cannes, une fois à Lyon, et une fois je me fais voler mon sac dans une station essence proche Paris. Je venais du Luxembourg. Dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je t'assure, je me fais voler le sac. Heureusement, pendant que je mettais de l'essence, tu sais, j'étais pensif. J'étais pensif, je mets de l'essence, donc c'était un 4x4, donc je voyais pas les gens. Ils ont ouvert la porte de l'autre côté, ils ont pris le sac, ils sont partis en courant. Et je leur ai couru après ils sont montés dans une voiture, et dans le sac, j'avais un... Comment ça s'appelle? D'ailleurs, je t'avais appelé. Ouais, tu m'as appelé pour ça. Tu m'as dit comment on fait pour localiser un AirTag. Comment on fait pour localiser? Et j'ai suivi le AirTag, et j'ai retrouvé les gars. J'ai failli les écraser. J'ai pris le sac, je me suis parti, quoi. Et sur la route, tu vois, il y avait des policiers. Je leur ai dit, je me suis fait voler mon sac, je suis en train de suivre les gars parce que j'étais en train de griller plein de feux rouges. Je dis, vous venez? Il me dit, non, on n'est pas dans notre secteur ici, allez-y. Ah ouais, carrément. Je t'assure. C'est dingue ça. Ils t'ont pas aidé? Je te jure, ils m'ont pas aidé. Non, mais c'est dramatique. Après, je me fais casser la vitre à Lyon. Donc j'étais à l'hôtel. Ils cassent les vitres dans les garages, tu sais, carrément, les garages souterrains. Ils cassaient les vitres de plein de voitures. Et donc, franchement, il n'y avait rien d'intéressant. Tu sais, moi, j'ai pas d'habits de marque et tout, ça m'intéresse pas. Ils m'ont volé juste des gants de boxe usagés qui appartenaient à mon grand-père et qu'on m'a offert pendant les fêtes. Et c'est ce qui m'a le plus touché, en fait. Et je me disais, tu sais, quand j'étais au commissariat, je me dis, tu vois, mais pourquoi ils font pas un site? Tu vois, je donne une idée. Pour les voleurs, un site. Les amis. Non, mais je t'assure, parce que quand tu te fais voler des choses, souvent, c'est de l'affectif. C'est pas des choses de valeur. Mais toi, c'est des choses qui, pour toi, ont de la valeur. Tu leur dis, mettez-le dans le site, je rachète ce que je me suis fait voler. Non, mais je t'assure. Moi, tu vois, les gants de boxe, j'aurais pu les racheter 1 000 €. Incroyable. Alors que les types qui les ont volés, ils vont les jeter dans un caniveau. Et alors après, le lendemain, je reçois un coup de fil. Un type qui me dit, on a retrouvé, parce qu'il y avait une carte de visite dans ma valise qu'ils m'ont volé, il y avait des cartes de visite à moi. On a retrouvé quelque chose et tout. Donc, ils les ont jetés. Si vous voulez les récupérer, je peux vous les envoyer. Et le type, il me dit, mais parce qu'il y a le Coran. Je dis, pourquoi vous m'avez rappelé? Il me dit, parce que dans ce qu'on vous avait volé, il y a le Coran. Il me dit, donc, ça nous embête, on a volé à des musulmans. Mais je t'assure que c'est vrai. Mais je dis au mec que tu voles à des Français, à des Juifs ou à des musulmans, tu voles. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est dingue. Hein. Il t'a rappelé juste parce qu'il y avait le Coran? Ouais, il m'a rappelé pour me les rendre. C'est des ouf. Et donc, je suis allé au commissariat, et là, je regardais, je me dis, mais les flics qui passent les journées à prendre des plaintes, mais je dis, c'est quoi ce système qui tourne en rond, en fait? En fait, tu as des policiers qui sont payés par les impôts
à passer leur journée à prendre des plaintes pour faire, dans certains cas, des enquêtes qui aboutissent ou pas. Donc, il faut payer les enquêteurs. Pour ensuite, éventuellement trouver le voleur qui fait, on appelle ça quoi, du vol à la roulette, c'est ça, pour le déférer devant un juge qui est à payé... la sauvette, non? Ouais, à la roulette ou à la sauvette, je ne sais plus. Pour déférer devant un juge, qui lui aussi est payé par les impôts, c'est ça, hein, pour que le voleur sorte du tribunal dans la journée. Donc c'est un cercle, en fait, qui tourne en rond dans le vide. En fait, les impôts, ils servent à payer plein de personnes là-dedans, mais ça sert à rien, au final, ce qui sort dans la journée. Non, mais moi, c'est ce qui me tue dans une situation comme ça. Tu vois, dans mes business, en une journée, je peux gagner 30, 40 000 euros. Je perds une journée complète au commissariat. C'est ça qui me tue. C'est que je ne crée pas de la richesse. Exactement. Je suis au commissariat en train de porter plainte parce qu'il faut que ça soit celui qui s'est fait voler qui aille. Tu perds 4-5 heures entre la déposition, la file d'attente. Et ça aboutit à rien. Ça aboutit à rien. Mais je t'assure que cette idée devrait le faire parce que tu as plein de gens, tu verras autour de toi, tout le monde se fait voler. Moi, j'ai plein de personnes sur moi, ils se sont fait casser la voiture, on leur vole des objets qui ont de la valeur sentimentale et ils devraient faire un site. Souvent, les voleurs, ils remettent dans le bon coin. Mais tu n'as pas le temps de chercher dans le bon coin. Il faudrait une application, je te revends ce que je t'ai volé. Je t'assure, mais de toute façon, il s'en fout le voleur, puisque de toute façon, l'État fait rien. Ouais, mais je veux dire, il peut être retracé si le mec il met son annonce. Non, mais même il est retracé, il va nulle part. Le voleur, il va avoir peur de... Non, mais il devrait le faire, parce qu'au pire, il risque rien. Il va au tribunal, il prend un McDo et il ressort. Non, mais c'est vrai. Ah là là. Aujourd'hui, en France, tu voles, tu fais du vol à la roulette. Au maximum, tu vas au tribunal, tu as un casier judiciaire vierge, tu ressors au bout d'1 heure. Et si ton casier il est plein, tu ressors au bout de 3 heures. Mais parce qu'ils vont dire, oui, au moment où il a volé, il était un peu saoul, il a un peu bu, il était fatigué. Il est ressorti, tu vois. Il minimise toujours les choses. Ouais, donc je pense qu'un site comme ça peut vraiment fonctionner. En tout cas, moi, j'aurais racheté ma paire de gants. Ouais. J'avais une veste Zara qui vaut 30 €, mais qui est un cadeau de ma mère que j'aime beaucoup. Ouais. Tu sais, que j'avais dans le podcast la dernière fois. La noire, ils t'ont pris ? Ouais, ils m'ont prise. Putain. Mais tu sais que je l'aime plus qu'une veste Versace, tu vois. Incroyable. C'est un cadeau. Ouais. Moi, je l'aimais bien, tu faisais... Ouais. Elle te ceint très bien, cette veste. Ouais, parce que j'aime bien les vestes croisées. Ouais. Mais je t'assure, ça m'a... En fait, ça m'a plus embêté pour ça, parce que, tu vois. Ouais. Ah, c'est pas monétairement que ça t'a affecté, c'est plus le truc. Ouais, et je pense qu'un site comme ça, il peut avoir beaucoup de sens. Ouais, carrément. Tout le monde rachèterait ce qui leur a été volé. Et j'ai fait un peu le prévisionnel, c'est un site qui pourrait faire 500-600 millions de chiffre d'affaires par an. À ce point ? Ouais. De volume d'affaires ? Ouais. Incroyable. De volume d'affaires. Moi, ça me tue parce que ici, je me suis même pas fait voler. J'étais à Oujda il y a quelques années. Et j'ouvre ma voiture et mon portefeuille, il tombe, tu vois. Il tombe par terre. Je vais faire des courses, je reviens, j'oublie, je rentre chez moi, je perds mon portefeuille. Je me dis, putain, je l'ai fait tomber au parking de la gare parce que j'étais dans une gare. 3 jours après, je reçois un appel de la pizzeria qui me dit, oui, tiens, oui, il y a quelqu'un qui a essayé de t'appeler du Maroc. Tiens, son numéro, il t'a dit, rappelle-le. Ok, je l'appelle et c'est un mec, en fait, il avait trouvé donc mon portefeuille, il y avait toutes mes cartes grises de la voiture et tout. Moi, j'étais fou, je me suis dit, je vais pas pouvoir ressortir ma voiture, je vais pas pouvoir voyager et tout. Le mec, il a appelé la pizzeria parce qu'il a trouvé mon nom et mon prénom, il a vu que j'étais gérant d'une pizzeria. Il m'a appelé, il m'a dit, viens, je vais te rendre tes affaires. Il a trouvé mon portefeuille par terre, au Maroc, à Oujda. Normalement, on te les vole. Et quand je suis arrivé, il m'a ouvert mon portefeuille, il m'a dit, voilà, il y avait, je sais pas, peut-être 400, 500 euros. Il m'a dit, voilà, il y a ton argent ici. Je lui ai donné l'argent, je lui ai dit, tiens, prends tout. Je lui ai dit, le fait que tu m'aies juste redonné mes affaires, c'est incroyable, tu vois. Mais parce que les gens sont plus honnêtes, deux, les gens ont plus peur aussi de la justice, peut-être. Moi, j'ai jamais eu de problème de vol au Maroc, dans le Maghreb, ou à Dubaï, en Arabie Saoudite, aux États-Unis. J'ai jamais eu ce type de problème. Au Maroc, un petit vol à l'arraché, ça 10 ans. Hein. 10 ans. Ouais, non, mais c'est ça le problème. Et ce qui m'a fait, franchement, ça m'a affecté. Et je comprends plein de personnes de mon entourage aujourd'hui qui, bizarrement, quittent la France. Franchement, les 3 vols que j'ai eus, je vais pas te mentir, c'était des Maghrébins. Je t'assure. Celui avec l'AirTag, je les ai retrouvés. D'accord. C'était des
des clandestins, d'accord. Celui de Cannes, je l'ai retrouvé, pareil, c'est un Maghrébin. Et Lyon, pareil, parce que celui qui m'a appelé, c'est un Maghrébin et ça a été jeté dans un quartier de Lyon. Mais il y a un moment... Mais Maghrébin d'où du Maghreb ou des personnes qui sont nées en France? Les deux. Les deux, hein. Ouais. Ça, c'est incroyable. Franchement, ça va pas faire plaisir à la communauté, là. Non, mais c'est pas que c'est plaisir. Mais si tu veux, en fait, c'est ce que je me disais... Quand j'étais au commissariat, je pensais au business model de toute la justice qui fait rien. Et en me disant qu'en fait, compte, ça... En fait, si tu veux, ces gens-là, c'est ceux-là qui créent le racisme que toute la communauté qui travaille et qui se lève tôt, parce que la majorité des immigrés, ils travaillent, ils se lèvent tôt, ils créent de la richesse. Mais à cause de cette minorité qui fait n'importe quoi, c'est nous qui en payons le prix. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait monter l'extrême droite, etc. Et je comprends les Français aussi qui votent extrême droite. Je les comprends. Tu vois, moi, je suis comme toi, je suis d'origine maghrébine. Tu te fais voler 3 fois par des Maghrébins. Donc après, on ne parle pas du vol à haut niveau, à l'État, etc. Bien sûr que tu as des Blancs, des Français qui sont des grands escrocs. Moi, je te parle juste des petits vols comme ça à l'arraché. Tu comprends? Et derrière, tu as plein de personnes de notre communauté qui quittent la France parce qu'ils te disent qu'il y a trop d'étrangers. T'imagines, c'est un truc de dingue. Des fois, je parle avec mon entourage qui sont d'origine maghrébine, qui quittent la France, parce qu'ils me disent, Hakim, il y a trop d'étrangers en France. Mais je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça? Il me dit, si, mais je dis, il y a trop d'étrangers partout. Il me dit, non, dans les autres pays, c'est pas les mêmes. Il dit, par exemple, je vais au Canada, parce qu'au Canada, il va te dire, c'est une immigration choisie, donc c'est un peu plus safe. Ou alors, je vais à Dubaï, parce que c'est plus sévère, tu vois. Et cette minorité, elle impacte la majorité, qui sont des gens très bien et des gens très droits. Et en fait, c'est un pays où constamment les bons vont payer pour les mauvais. C'est le constat que je me fais, moi. Ouais. C'est pas aussi une... tu sais, on parlait d'immigration et tu disais dans un podcast que l'immigration qui rentre en France, c'est forcément des pays africains, etc. Et ils viennent chercher le social. Oui. Mais je comprends pas pourquoi, s'ils viennent chercher le social, c'est un truc ouvert que je donne, derrière, il y a quand même des vols. Alors que dans leur pays, ça peut-être plus la dalle, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est simple. Les vagues d'immigration qui viennent en Europe, aujourd'hui, surtout en France, c'est des gens qui viennent chercher les aides, le social, des gens qui ne mangent pas à leur faim dans leur pays. Et les immigrés français qui quittent la France, c'est ceux qui ont réussi, qui sont un peu aisés et qui quittent pour aller faire des business à l'étranger. Voilà ce qui est en train de se passer. Ensuite, c'est... Pour moi, on peut me dire le contraire, mais pour moi, le racisme qui est de plus en plus important en France aujourd'hui, tout le monde le ressent, il n'est pas dû à l'immigration, il est dû au laxisme d'une justice qui ne contrôle pas son immigration, tout simplement. Et à un moment donné, je veux dire, les lois, alors c'est pas forcément la charia, mais je veux dire, les rois à l'époque, c'était comme ça à l'époque des rois en France. À un moment donné, si le voleur, tu lui coupes la main, il n'y a plus de voleur. C'est tout. Ouais, bien sûr. Tu comprends? Moi, j'ai jamais vu un pays où il y a autant d'escroqueries qu'en France. Je l'ai jamais vu. Pourtant, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait du business partout. Je veux dire, les gens, à part voler, escroquer l'État, il se passe plus rien, quoi. Et je trouve ça dramatique. Pourquoi? Oui, c'est parce que moi, j'aime mon pays. Moi, tu vois, j'ai beau vivre à Dubaï, j'ai beau avoir fait le tour du monde et tout. J'aime vraiment mon pays. Je suis né en France. J'ai un peu le syndrome, tu sais, un pied noir qui est né en Algérie. Il y retourne peut-être plus, il est en France, mais il dira « je suis algérien ». Donc, il aime l'Algérie. Moi, c'est pareil, tu vois, je suis né à Lille, je suis un ch'ti, j'aime mon pays et je pense que tout immigré qui est né en France, il aime son pays. Donc, ça nous fait mal de voir que le pays est en train de déchausser un peu comme ça. Tu vois ? D'ailleurs, pour revenir un petit peu à l'actualité, en 2027, il y aura les élections françaises. Oui. Là, avec tout ce que tu me dis, on a plutôt tendance à penser que c'est l'extrême droite, alors qu'il devrait passer. Mais il y a aussi la tendance de l'extrême gauche. Oui, les deux vont être très compliqués. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est l'extrême gauche qui peut passer avec justement toute cette vague de Français qui souhaitent, parce que quand même, elle est assez forte, cette vague française qui souhaite que tout soit de plus en plus social, que tout le monde ait du social, en fait, via
les hommes politiques aujourd'hui. C'est une crainte. Hein. Après, il faut bien comprendre, le système, il est très, très complexe. Hein. Pourquoi on donne beaucoup de social ? Moi, je pars d'un principe simple. C'est parce qu'on veut... en fait, un pays, il évite une révolution. Surtout que les Français, c'est des révolutionnaires. Hein. Il faut que tout le monde mange à sa faim, sinon ça ne le fait plus. Et en fait, on prend à ceux qui gagnent 3-4 000 par mois pour donner à ceux qui gagnent 500-600, tout simplement. Mais ceux qui gagnent 1 milliard entre eux, en haut, ils sont entre eux en haut. Donc, tu vois, il y a toute la foule en bas. Ils touchent 3-4 000. Ils donnent à ceux qui touchent 500 et 1000. En bas, j'évite toute révolution, tout est clean. Et en haut, j'ai les milliardaires. Mais moi, je trouve en tout cas qu'il y a une opposition, une forte opposition aujourd'hui en France. C'est-à-dire entre tous ceux qui veulent profiter du système et ceux qui travaillent. Après, moi, tu me poses cette question. Moi, clairement, je suis antisocial. Pourquoi je suis antisocial ? Parce que j'estime que ça crée un peuple faible. Demain, en cas de guerre, en cas de problématique contre des peuples forts, ça va être difficile. Et deuxièmement, j'estime qu'il y a beaucoup de travail en France. Je veux dire, tu as juste à faire ça, tu as du boulot. Quoi. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai créé plein de boîtes. On n'a jamais réussi à recruter. Enfin, les gens, ils veulent plus bosser. Donc, du social, je veux bien. Dans le cas où il n'y a plus de travail, faut aider les gens. Il ne faut pas que les gens meurent de faim. Mais en France, on est loin d'un cas où il n'y a plus de travail. Yes. Non, c'est clair. Et par contre, ce que j'aime pas, c'est parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup la valeur du travail. Ce que j'aime pas, c'est j'apprécie pas un mindset où celui qui bosse pas gagne presque autant que celui qui bosse. C'est ça que je comprends pas. Tu peux pas te lever pour 1005, 1006 si celui qui bosse pas avec toutes les aides, il est à 1002, 1003. Ouais, c'est pas possible. Moi, toutes les personnes que j'ai en France, que je connais, qui sont pas trop ambitieuses, ils disent j'ai arrêté de bosser parce que quand je bossais, mon loyer, il était à 800. Quand je bosse plus avec les aides et tout, il est à 200-300. En fin de compte, je fais tous mes calculs. Je suis pareil. Et il a son temps. Et j'ai mon temps de libre. Et je bosse un peu au black à l'étranger, etc. Et en fin de compte, je suis très bien. C'est incroyable. Le modèle ne reconnaît pas les travailleurs. La valeur du travail, elle est de plus en plus mise de côté. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, et puis maintenant aussi, avant, il y a une vingtaine d'années, tu avais 3 classes sociales en France. Oui. Aujourd'hui, tu n'en as que 2. Donc, tu as les plus pauvres, la masse, et tout veut tendre à que tout le monde soit, comme tu dis, à 1005, 2000. Donc, limite arriver au revenu universel, que tout le monde ait le même salaire, et tout en haut, les milliardaires. En fait, si tu veux, plus la fiscalité... Alors moi je suis anti-gauche. Hein. Ouais. En vérité, les gens, ils peuvent penser de ce qu'ils veulent. Hein. Je dis la réalité. J'ai toujours eu beaucoup moins de problèmes dans les villes dirigées par la droite. D'accord ? Je ne suis pas du tout politique. J'aime pas du tout la politique. C'est ton petit constat, toi, c'est mon par petit rapport constat. À ton profil. Ouais, j'aime pas la politique parce que j'estime qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt du pays, mais tous pour leur intérêt personnel. Donc c'est un peu du mytho, tout ça. Mais voilà, les villes de gauche, beaucoup de problèmes. D'accord ? Il y a une forte opposition. Ils n'aiment pas les gens qui travaillent du tout. C'est peace and love. On répartit les richesses. Tu bosses ou tu bosses pas, tout le monde gagne pareil. Donc... Voilà ce que je pense de ça. D'ailleurs, en parlant du fisc, est-ce que tu as vu qu'au 1er janvier, ils ont donné beaucoup plus de pouvoir aux agents fiscaux pour aller chercher les réseaux sociaux. Chercher les réseaux sociaux et les évasions fiscales, les personnes qui ne payent pas d'impôts, etc. À mon avis, ils vont avoir des surprises. Hein. Parce que je ne pense pas que ceux qui montrent les Rolls-Royce sur les réseaux, ça soit vraiment les plus riches et que ça soit leur Rolls. Donc, à mon avis, ceux qui ont vraiment de l'argent, ils vont très peu les voir sur les réseaux. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ils vont se retrouver à avoir un type qui filme la business class, la première, qui filme la Rolls et tout. Ils vont fouiller, il n'y a rien, quoi. C'est vrai, c'est du personal branding. C'est du personal branding, c'est beaucoup de cinéma. Donc, encore beaucoup d'agents fiscaux qui vont être payés pour rien avec l'argent du contribuable. Ouais. Mais non, ils vont même prendre, ils disent, sur une photo, ils vont avoir accès aux métadonnées de la photo, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'elle a été prise et où elle a été prise. Oui, mais c'est pas parce que tu te prends en photo au volant d'un jet privé qu'il est à toi. Ouais, c'est ça. Il va y avoir une grosse perte de temps. Perte de temps, ouais. Parce que la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est du show, hein. Faut pas se mentir. Donc je sais pas comment ils vont en fait calculer la réalité du rêve, quoi. Et ils vont encore partir sur quelque chose où aujourd'hui on est en train de le voir, plein de personnes qui gagnent bien leur vie, quittent la France parce qu'ils demandent même ils ont peur que l'imposition soit sur la nationalité, donc ils vont demander des nationalités étrangères, etc. Ouais. Je pense qu'on est encore dans on traque, du flicage, mais pas une solution intelligente pour que
les créateurs de richesses et d'emplois restent en France et reviennent en France. C'est ça qui est dommageable. Ouais. Et tu penses quoi justement de toute cette force que le fisc fait aujourd'hui pour aller chercher de l'impôt à tout prix? Pourquoi ils le font réellement en fait? Après, ils le font, j'ai envie de te dire, c'est surtout avec les personnes qui ont peu de capital. Je veux dire, quand tu es fortuné, tu as des montages avec des holdings en France, des holdings à l'étranger. Tu as des montages qui font que tu ne payes pas énormément d'impôts. Hein. Mais ça, ils le font, je dirais, c'est plus de l'imposition pour la masse, quoi, pour aller chercher ce qui leur échappe. Tu te souviens de la personne qu'on a eue au téléphone, pour ne pas le citer? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ce qui s'est passé pour lui? Voilà, lui, en fait, il avait fait un virement, je crois, à Dubaï, c'est ça? Il avait fait un virement à Dubaï. Et pourquoi tu as fait un virement là-bas, etc. Bon, c'est un contrôle de décaisse, on va dire. Hein. Mais tu as vu, ils sont venus quand même tôt le matin à 6h. Oui. Ils lui ont dit stop tout ce que tu es en train de faire, n'éteins pas ton ordi. Ils ont pris toutes les clés, etc. Ils l'ont mis de côté chez ses parents, le pauvre. Mais parce que, en fait, c'est interdit. C'est interdit d'avoir des entreprises à l'étranger. En fait, tu as le droit. Tu as le droit, mais c'est quand même interdit au niveau fiscal. Et être résident en France, d'accord, et ne pas payer d'impôts en France. Tu peux pas. Ils vont te rapatrier ton business. Si tes clients sont en France, tes bureaux sont en France, tu n'as pas le droit d'avoir une entreprise à Dubaï ou en Irlande ou ailleurs, et en fait, tu es en France. Donc, ton activité économique est en France. Tu peux pas. Ça, c'est normal qu'ils viennent le retoquer. C'est de la triche. Tu veux faire quelque chose à l'étranger, il faut t'installer vraiment à l'étranger, demander la résidence, mettre tes bureaux à l'étranger, etc. C'est un parcours important. Parce que je vois plein de personnes qui sont basées en France et qui ont leur boîte en Angleterre, à Dubaï. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ils partent là-bas, ils essayent de faire 2-3 mois ici, machin, mais ils se rendent vite compte que... Tes intérêts économiques, c'est énorme. Parce que il y a cette différence-là. Même si tu fais le pas de partir à l'étranger, d'avoir ta résidence à l'étranger, tu as aussi cette réalité de la substance économique, comme tu en parlais. Voilà, tu as un sujet vraiment en fiscalité de substance économique, et ça peut être dénoncé comme de l'évasion fiscale. C'est de l'évasion fiscale, et ils peuvent se retrouver dans des problèmes importants. Hein. Ça peut être pénal, ça? Ça peut aller jusqu'au pénal. Ça peut aller jusqu'au pénal dans certains cas. Donc, il faut faire attention. Là, on voit très bien, par exemple, aujourd'hui, l'administration fiscale française est en train de retoquer ceux qui sont à Dubaï sur la TVA. Ils vont, à mon avis, très vite les retoquer aussi sur l'imposition. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal. Il faut une égalité entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs qui sont à l'étranger, mais dont le public est français. Ouais, carrément. Et ça, je pense pas que ça soit de la discrimination raciale ou autre. Ils le font avec tout le monde. Ils l'ont bien fait avec Johnny, qui est une icône française. Il y a un moment donné, ils l'ont carrément sorti, tu as un destin français. Mais c'est normal, c'est pas... Il faut se mettre à la place de tout le monde. Et je pense que c'est pas de la triche, c'est normal. Tu peux pas, à un moment, je trouve que ça, c'est déloyal, vendre tes albums à tout un public français. Il y a que Johnny, je ne sais pas si paix à son âme, c'était une grosse star aux États-Unis. Vivre aux États-Unis et dire, moi, j'ai plein de rushs, je paye rien en France. Ben non, faut jouer le jeu. C'est les Français qui t'écoutent et qui viennent à tes concerts. Ouais, c'est clair. Je voulais aussi parler de la diminution du cash en France. C'est un sujet que j'aimerais bien qu'on en parle. Ce que je pense, moi, du cash en France, comme la France veut plus de cash, tous les gens qui ont du cash sont partis au Maghreb avec leur cash. En fait, je dirais que malheureusement, la France et l'Europe poussent les personnes qui ont du cash à déplacer ce cash. Donc, c'est un déplacement de cash qui va beaucoup à Dubaï et qui va beaucoup au Maghreb. C'est une réalité, en Afrique. Parce que qui fait le plus de cash en France? Non, tout le monde. Je dirais que tout le monde. Je pense pas que les Maghrébins en fassent plus que les Chinois, par exemple. Ouais, bon. Non, c'est vrai. Tout le monde en fait. Et en fait, si tu veux, c'est un déplacement de cash. Et ça, je pense que la France, on se fait ça, elle se met une épine dans le pied parce que c'est pas forcément intelligent. Je veux dire, t'es politicien, tu vas dire, moi, je veux que l'économie du pays, elle tourne. Tu vas dire, dépensez votre argent dans le pays.
Dans l'économie réelle. Dans l'économie du pays. Tu ne vas pas commencer à faire des lois où tu dis qu'il ne faut pas payer plus de 1 000 € en cash. Quand tu dis à une personne qu'il ne faut pas payer plus de 1 000 € en espèces pour t'acheter ton sac, les gens ils vont aller acheter leur sac à Dubaï, c'est tout. Surtout que, tu vois, tu ne peux pas payer plus de 1 000 €, mais par contre, tu peux encore te déplacer et voyager avec moins de 10 000 €. Tu vois, je ne comprends pas trop ce truc. Pour un Français, si tu as 10 000 € en cash, on t'arrête à l'aéroport. Ils vérifient si tu as vraiment moins de 10 000 € et te laissent passer. Ils te disent OK, il n'y a pas de problème. Ouais, je ne comprends pas pourquoi en fait ils font ce truc de tu n'as pas le droit de payer plus de 1 000 €. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'en 2025, ils voulaient supprimer ce truc de 1 000 €. Tu payes en cash, virement. Non. Ah ouais. En virement, en carte. C'est fini les 1 000 €. En France? Ouais. En 2025, ils veulent faire ça. Mais comme tu disais, au niveau de la douane, tu n'as pas le droit de dépasser 10 000 €. Ouais. Mais ça encore, c'est ceux qui font circuler l'argent. Mais aujourd'hui, tu as des circuits organisés. Tu peux donner même 3 millions d'euros à qui tu veux en France. Et ils te donnent 3 millions d'euros à Dubaï, en espèces. Tu vois, il y a des circuits. En fait, c'est juste faire vider du système économique français tout le liquide. Cet argent est forcément déplacé. Moi, j'ai vu plein de personnes qui avaient en France des millions d'euros, sérieusement, des commerçants en espèces. Et bon, ils ont une crainte, donc ils ont transféré cet argent à Dubaï, là où il faut le transférer. D'accord. Donc, en fait, leur consommation, au lieu d'aller consommer en France, d'acheter des choses, ils achètent dans ces pays-là. C'est ce qui fait, Wissem, grimper. Et ce qui donne la cote aujourd'hui à Dubaï et même aux pays comme le Maroc. Ouais. Ce qui donne pourquoi l'immobilier augmente au Maroc. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est rien, ça, la Coupe du Monde de 2030. C'est pas ça qui fait que l'immobilier augmente. C'est la fiscalité française qui fait que l'immobilier augmente. Parce que tu es en France, tu te dis, tiens, la flat tax, ça va monter à 37, ils vont encore taxer l'immobilier, les rendements sont de plus en plus bas. Tu dis, il n'y a plus d'intérêt à avoir une maison en France que je vais destiner à la location. Donc, les gens vendent et viennent acheter à l'étranger. D'accord. Ensuite, avec leur argent, on va dire non déclaré, parce qu'il y a toujours, dans tous les circuits à travers le monde, il y a un circuit parallèle. Cet argent-là, ils ne peuvent pas le justifier en France, donc ils vont investir cet argent-là à l'étranger. Et là, ils s'achètent des maisons, ils les mettent en location, etc. Et c'est ce qui fait grimper, entre guillemets, artificiellement le prix de l'immobilier. Et c'est ce qui fait. Ça me fait penser en 2020-2021, quand il y a eu le bull run crypto. Tout le monde avait de la crypto. Donc, qu'est-ce qui a pris de la valeur à ce moment-là? Les montres. Parce que les gens achetaient leurs montres en crypto. Exactement. Donc, du coup, le prix des montres a grimpé artificiellement. Et quand la crypto a commencé à chuter, et ben là, on le voit, les montres, ils ont pris une petite tarte, tu vois. Bien sûr. Mais de toute façon, je donne un autre exemple. C'est l'argent mal acquis, souvent, ou l'argent non déclaré. Les deux. Mal acquis, les trafics, les bandes organisées, et non déclarés, les commerçants, etc. Qui fait que l'immobilier augmente, d'accord, mais de façon, je dirais, non logique. C'est pas logique, d'accord. C'est une bulle. Je donne un exemple. Quand on est passé du franc et de la pesetas en Espagne, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je me souviens de la pesetas. À l'euro, d'accord. Moi, à ce moment-là, j'ai des appartements en Espagne, d'accord, donc ces appartements familiales, ok. Si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une flambée des prix de l'immobilier parce que les Russes devaient transférer leur argent du franc, du pesetas à l'euro. Donc, ils ont tous mis leur argent dans l'immobilier. L'immobilier a explosé. D'accord. Et dès que c'est repassé en euros, ça a rebaissé. Ça a diminué, C'était une façon de faire passer d'une monnaie à une autre l'argent, tout simplement. Et là, donc, du coup, ce petit truc-là qui va se passer, est-ce que ça va être un peu en mode le futur cash? Est-ce que ça va pas être la crypto alors? Toi, t'en penses quoi? Peut-être que la crypto, ça va être aussi le même type de passage. Les gens, ils vont peut-être... Si l'euro va s'arrêter pour passer à l'euro numérique. Un exemple. Et que tu as beaucoup d'euros non déclarés. Il faut que tu les transformes en euros numériques. Cet argent-là, il faudra le mettre dans des canaux qui vont te permettre de blanchir. En réalité, on parle de blanchiment d'argent. Et ben, en fait, en réalité, ça va être peut-être le Bitcoin et l'immobilier toujours. Je veux dire, je sais pas... Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois autour de moi. Après, je ne vais pas donner de détails, mais j'en vois. Celui qui a 2 millions en espèces qui dorment sous son lit en France, il va les faire transiter, par exemple, à Dubaï. Il va acheter 2 millions d'appartements, d'immobilier.
voilà, il a les appartements. Le jour où il les revend, s'il veut rapatrier son argent, il aura de l'euro numérique, c'est tout, ou du bitcoin, tout ce qu'il veut. Mais voilà, quand tu verras que quand une monnaie va commencer à disparaître pour passer sous une autre monnaie, tu verras, surtout maintenant, on va vivre la même chose que dans les années 2000, mais en pire. L'euro, c'était quand? C'est en 2000 ouais. 2000. Mais en pire, tu verras la flambée de l'immobilier à ce moment-là. Dans les pays où les gens peuvent acheter en espèces l'immo. On le voit ici. Maroc, Dubaï, etc. Tu vas voir la flambée de l'immo. Non, mais là, on n'est qu'au début. Parce que là, ils n'ont pas annoncé encore que l'euro physique va disparaître. En fait, ils ont fait tout ça sur une dizaine d'années, même peut-être un peu plus. Ils ont commencé avec 3 000 euros. Tu peux payer tes trucs 3 000 euros. Après, ça a été 1 000 euros. Après, ils ont supprimé les billets de 500 euros. Ils ont supprimé les billets de 200. Ils font progressivement. Et là, depuis le Covid, tu as de plus en plus de personnes qui payent en carte. Ça, on a complètement... Le Covid, en fait, ça a été un changement total. Mais tu sais que pas cette fois, quand je suis venu au Maroc, mais la fois dernière, dans l'avion, ils avaient attrapé les douaniers... un type, il avait 200 000 euros sur lui. Hein. Ah ouais, il prenait l'avion pour Marrakech. Ah ouais 200 000 euros. Il y a une fuite des capitaux qui est connue et qui est énorme. Mais j'ai envie de te dire, c'est la politique du pays qui veut ça. Tu es dans un pays, tu te trimbales avec ta voiture. Si tu as un peu d'argent sur toi, ils vont limite te mettre en prison. Et je trouve ça dommage, moi, parce que cet argent-là, il aurait dû être investi en France, c'est tout. Ouais, c'est clair. Et les gens ont peur, du coup, même quand ils sont en train de demander de l'argent à leur banque, et leur banque leur pose la question, mais tu vas faire quoi avec ces 1 000 euros, etc. Donc c'est clair qu'en France, il n'y a plus personne qui a confiance à garder son argent là-bas. Non. C'est dingue. Hein. Aujourd'hui, il y a une crainte. Et comme tu disais tout à l'heure, politiquement, par rapport à ce qui va se passer en 2027, il y a une grosse crainte. Moi, tu vois bien les messages. J'ai plein d'investisseurs français, et pas que des immigrés, hein. Beaucoup de Français qui veulent investir dans d'autres pays. Et en fait, ça se comprend, ils veulent répartir le risque et leurs investissements. Tu vois, ils te disent, moi, j'ai une maison, elle vaut 2 millions, elle ne me rapporte pas grand-chose, j'ai peur qu'Airbnb, demain, les lois se serrent encore plus. Ouais. En plus, avec toutes les lois autour du climat, etc., où il faut que les appartements soient aux normes, il y a plein de choses, et ça va devenir de plus en plus complexe. Yes. Donc, tout ça pour dire que l'euro numérique, en vrai, c'est une réalité. Ça va arriver. Oui, on va y arriver, on va y arriver. Parce qu'il parlait de 2025, fin 2025, a commencé vraiment à le mettre en place, la BCE. Et même, ils font énormément de travaux. Et ils ont même, là, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu un article que la BCE, ils ont un petit souci aussi. Ils prennent les patins des personnes qui sont en mode, ouais, l'euro numérique, c'est un système qui va permettre de tracer beaucoup plus facilement, etc. Ils ont mis un petit truc, ouais, on va vous confidentialiser votre argent numérique, comme ça va être un peu comme du cash et tout. Donc ils essayent de faire passer un petit peu la pilule. Mais non, mais ça va être un contrôle absolu. Ouais. Après, il y a toujours des failles, et il y aura toujours des failles. Depuis le début de l'humanité, il y a toujours eu des failles. Si tu parles de la France, on en parle. Je veux dire, à un moment, ils vont te mettre des radars partout. Je te donne un exemple, tout bête. Ok, les anti-radars, c'est interdit. Parce que, voilà, c'est interdit. Il y a un type très intelligent qui a fait Coyote. Coyote, c'est pas interdit parce que c'est une personne de la communauté devant toi qui t'indique qu'il y a un radar. Ouais. On détourne la loi de façon très intelligente. J'ai trouvé que j'ai toujours apprécié cette application parce qu'elle est formidable. Et elle passe à travers les lois, mais tu auras toujours des personnes qui vont s'adapter. Tu auras toujours. Il y a un moment, les restaurateurs, ils faisaient du cash. Ok, ils faisaient du cash. Ils font plus de cash parce que dans un restaurant, il n'y a plus d'espèces comme avant. Oui. Mais ils font de la décaisse. Ouais. Ils vont virer à droite, à gauche. Mais j'ai envie de te dire, c'est encore mieux que le cash. C'est pourquoi ça permet de maintenir un chiffre d'affaires important. Donc, de maintenir la valorisation du point de vente. Ouais, c'est clair. C'est même mieux. C'est mieux. Tu vois ? C'est vrai. Il y aura toujours des circuits parallèles. Ouais. Toujours. C'est pour ça que vouloir absolument stopper le cash, c'est pour moi se mettre une balle dans le pied pour rien du tout. En fait, malheureusement, l'Europe pousse les gens. Alors, pas l'Europe, c'est la France, parce que l'Allemagne, c'est le pays du cash. L'Allemagne, les gens, ils aiment bien l'espèce, ils payent qu'en espèces. L'Espagne aussi, ça paye en espèces. C'est juste la France, elle éloigne les espèces de la France.
Donc cet argent-là va ailleurs, les gens le dépensent ailleurs, le dépensent moins en France, et je trouve que la stratégie est mauvaise. Et alors, on a vu aussi que dans le précédent podcast, qu'il y avait une faillite aussi massive des entreprises en France. Oui. Et qu'est-ce que ça entraîne, ça, pour la France ? Qu'est-ce que ça va entraîner ? Aujourd'hui, tu as une vague de faillites. Bon, c'est dû à plein de choses. Je pense qu'on est dans un tournant historique passionnant et tout va aller vers des nouveaux métiers. D'accord ? Il n'y a pas que les entreprises. Tu sais, moi, je parle avec les professions libérales, je parle avec... Il y a un ras-le-bol général. Un ras-le-bol général, tu sais que la fois, j'ai halluciné. Une amie avocate, je t'ai raconté ça. Avocat, c'est quoi, 5-6 ans d'études, c'est ça ? Ouais. Il me dit, Hakim, c'est quand que tu fais des formations, des accompagnements, d'accord ? J'ai envie d'être accompagné pour faire du business. J'ai envie de changer. Mais je dis, comment ça ? Tu as étudié longtemps ? Il me dit, ouais, mais on paye trop d'impôts, trop de taxes. On travaille 7 sur 7, 20 heures par jour, il ne reste plus rien à la fin du mois. Ou pas assez par rapport à l'effort fourni. Et en fait, je pense qu'on est dans un tournant où il y a des métiers qui vont disparaître ou qui vont vraiment diminuer et qu'il faut se tourner vers l'avenir. L'avenir, ça va être le marketing digital. Tout ça, c'est l'avenir en réalité. Tu vois ? Et il y a des nouveaux métiers qui vont se mettre en place. Donc, tu as pas mal de reconversions aujourd'hui en France. Il va y avoir énormément de reconversions, de 1. De 2, les vagues de faillites d'entreprises, ils vont... Tu sais, il y a plein de faillites, mais en parallèle aux faillites, il y a plein de constitutions et de créations d'entreprises aussi. D'accord ? Donc, c'est juste que ça va changer. Le monde va changer. Les grosses mastodons, les grosses entreprises vont disparaître. Ça va plus être des entreprises en mode SaaS. Et l'avantage qu'il va y avoir, c'est que tu vas te retrouver avec plein de personnes qui vont se retrouver licenciées, qui vont partir avec des chèques. Donc, ces gens-là, ils vont vouloir souvent créer leur entreprise. Oui. D'accord ? Et donc là, ils vont vouloir rentrer dans le monde de la franchise. Donc, les nouvelles franchises vont se développer. Les startups vont se développer. Donc, si tu veux, il n'y a rien qui meurt. Il y a toujours tout qui se transforme. C'est ça qui est passionnant dans le business. Ça se transforme en permanence. Ouais. Tu vois ? Et c'est ça qui va être sympa dans les années à venir et qu'on va voir, quoi. Ouais. Donc là, pour parler de reconversion, c'est vrai qu'on en parle... On en parle souvent. Même hier, je regardais une personne qui vendait des formations à des infirmières libérales pour les reconvertir dans l'esthétique. Oui, mais c'est normal. Regarde, Wissam, aujourd'hui, une infirmière libérale. Pourtant, les infirmières libérales qui ne travaillent pas à l'hôpital. Non, qui travaillent à l'extérieur. Souvent, ils gagnent bien leur vie. Mais ils ont des charges de travail énormes. Ils travaillent du matin jusqu'au soir. Apparemment, ils n'ont pas de vie de famille, etc. Et ils sont aussi pas mal chargés. Ils sont pas mal chargés, ouais. En fait, plus tu taxes les gens, plus ils vont chercher un échappatoire. L'échappatoire, c'est je veux faire des choses en ligne et vivre à Dubaï. Mais parce qu'il y a un moment donné, il y a un sentiment de jalousie qui se crée. Quand tu vois tes copines, ils sont à Dubaï, ils ne payent pas d'impôts et ils vendent des accompagnements à des personnes qui sont en France et ils gagnent un peu, que ça soit 50 000 par mois ou 1 million, ils gagnent bien leur vie. Et toi, tu es là en France en train de donner 70% de tout ce que tu gagnes. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Mais ça se comprend. Mais politiquement, c'est mal fait. Pourquoi vouloir prendre autant aux gens qui travaillent, qui créent de la richesse, à part faire fuir les gens ? Ça ne sert à rien. Ouais, c'est clair. Tu vois ? Mais tu vas avoir une reconversion. Et en plus, j'ai lu une étude intéressante. Moi, j'admire beaucoup la nouvelle génération. Ils expliquent que les 18-34 ans, 80% veulent être auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, le modèle du CDI ne fait plus rêver. Aujourd'hui, ce qui fait rêver, c'est la liberté financière et géographique. Et donc, on arrive dans un nouveau monde. Et là où la fiscalité va devoir s'adapter. Parce que si tu veux, les gens vont s'éloigner, ils vont travailler d'ailleurs, etc. Ok, Hakim. Bon, en tout cas, à travers tous les commentaires, il y a pas mal de gens. Tu as manqué à beaucoup de gens sur la chaîne Hakim Series. Manqué, c'est un joli mot sympa. Ouais, non, mais vraiment. C'est amical. Parce que j'ai mis quelques autres vidéos. Hakim nous manque. Pourquoi vous faites pas d'autres podcasts et tout. En fait, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais t'as quand même pas mal de boulot. T'as plein de choses à faire. T'es dans des gros projets. Voilà, on peut en parler juste après. Mais les gens t'ont demandé. Et surtout, ils veulent savoir un petit peu ce que tu fais maintenant. Quelles sont les raisons, en fait, de
du fait que tu es un petit peu moins présent sur les réseaux. Est-ce que 2025, c'est une grosse année sur les réseaux Alors 2025, c'est une grosse année sur tous les fronts. Surtout. D'accord. Comme je te parlais du challenge, tu vois, bon. Alors, on en parlait. Alors, on va être énormément sur les réseaux 2025. On va activer la chaîne Hakim Ben Othman. On va parler beaucoup plus business, mais technique. On va rentrer dans des techniques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'offrir de l'apprentissage et de l'expérience à la communauté qui me suit. D'ailleurs, sur la chaîne Hakim Ben Othman, Hakim Biz, en description, là, on va parler d'un sujet sur la franchise qui va être très, très, très technique. Voilà. Donc, allez sur la chaîne de Hakim, abonnez-vous et surtout, regardez la vidéo qu'on va mettre en même temps que celle-ci. Donc, juste après avoir regardé cette vidéo, bifurquez sur la chaîne de Hakim. Voilà, là, ça va être du technique. Exactement. Ça va être vraiment du technique. Et voilà, moi, j'ai toujours cette envie, tu sais, quand tu entreprends et que tu as géré 3000 personnes, tu as toujours cette envie de transmettre. D'accord ? On me demande souvent de l'accompagnement, etc. Ça, c'est pas qu'on n'est pas dessus, ça viendra dans un second temps. C'est ce que je réponds aux personnes sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Dans un second temps, pourquoi ? Parce que déjà, je suis débordé de travail, donc chaque chose va venir en son temps et on va être que dans des accompagnements dans notre métier, oui, dans notre cœur de métier. Oui. D'accord ? Je ne veux pas du plus ou moins, c'est de la perfection. Donc, ça va être de l'accompagnement sur la franchise, sur l'IMO commercial. Il y aura plein de modules différents sur la franchise, mais c'est des accompagnements pour les franchiseurs avant tout, parce que mon métier, c'était franchiseur. Et pour les franchisés, parce qu'on connaît par cœur, avec le marketing digital du franchisé et toutes ces étapes-là. Donc, d'accord. Mais ça viendra dans un second temps. Pourquoi ? Aujourd'hui, je suis débordé. Comme je t'ai expliqué, on est sur un challenge. On est en train de créer 100 entreprises en 5 ans. D'accord ? Pourquoi à ce moment ? Comme je te l'ai expliqué, j'ai vendu mon entreprise, ça fait 10 ans. J'ai fait plein d'autres choses. J'ai revendu celle en Asie, ça fait 4 ans. J'ai fait des tentatives avec Quick et plein de choses. Et le rôle d'actionnaire, d'investisseur dormant, à mon âge, c'est un peu encore précoce. Donc, je repars sur de l'opérationnel, mais du vrai opérationnel. Et je me donne, si Dieu veut, 5 ans à fond. Et c'est le challenge. Et ce challenge sera suivi via les réseaux sociaux. 100 entreprises en 5 ans. Et 100 entreprises que je veux créer avec des groupes de travail, des personnes qui viennent de la communauté ou d'autres, qui nous suivent, communautés qui sont derrière leurs écrans. Et on va mettre des équipes de 3 personnes par entreprise. Et on va travailler. Et notre objectif, c'est d'aller créer 5-6 licornes sur ces 100 entreprises. Magnifique. Pourquoi je le fais à ce moment ? Tu me parlais avant des faillites d'entreprises. Oui. Parce que j'estime qu'on est à un tournant de l'économie de plein de pays et que tout va changer. Les anciens métiers vont appartenir à l'histoire et on rentre dans les nouveaux métiers. Et ces entreprises vont répondre à des besoins. Donc, dans les entreprises qu'on crée, il va y avoir pas mal de SaaS. On répond à des besoins, à des grosses problématiques d'entreprise. Et il y aura un peu de restauration aussi parce que c'est de la passion. Quand tu me disais 2 personnes sur 3 rêvent d'ouvrir un restaurant parce que le restaurant, c'est un métier de passion, c'est un métier de plaisir. Même si à la fin du mois, tu gagnes rien, tu es content d'avoir ton restaurant. Tu ramènes les potes, c'est mon resto, tu vois, tu es content. Et il y a beaucoup de création dans un restaurant, faire les menus, etc. Et c'est ça qui plaît à l'entrepreneur. C'est passionnant. Et donc, c'est pour ça que c'est le bon moment pour moi là-dessus. D'ailleurs, petit point recrutement, si vous voulez intégrer les équipes de travail d'Hakim, que vous êtes hyper motivé, que vous avez votre pierre à l'édifice à amener pour Hakim et son groupe et ce qu'il veut créer, les 100 entreprises sur 5 ans, n'hésitez pas à suivre le lien de recrutement en barre de description. Voilà. Et je préviens, donc on ne va pas être en mode douche froide, sport 2 heures par jour et tout. Bon, moi, ça, je ne sais pas faire. C'est en mode gros bide, cheveux rasés, on mange des gros hamburgers avec de la sauce et on dort quand même 7 heures parce qu'on n'a plus 20 ans. Et, non, parce que moi, on se met focus. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu me disais, toi, focus, c'est... Je ne sais pas faire les deux. Ouais. Quand je suis concentré, je ne suis pas concentré 4 heures, après 1 heure de sport, après je me reconcentre. Non, je suis concentré 3 ans. C'est ma façon de bosser. Chacun sa façon. Il y en a, ils ont besoin de faire un peu de tout. Moi, je suis concentré 3 ans. C'est comme je peux rentrer au bureau, me mettre devant l'ordi à 7 heures du matin
et sortir du bureau à minuit. C'est ma journée ordi, je suis concentré. Ouais. D'ailleurs, donc 2025. Donc, d'ailleurs, meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux, ouais, exactement, on a oublié de dire les vœux. On a tellement la tête prise qu'on oublie. Meilleurs vœux à tous. Et puis, donc, du coup, le challenge des 100 entreprises sur 5 ans, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive aussi? 100 entreprises sur 5 ans, avec, j'espère, des CIO, des développeurs informatiques qui font partie des personnes qui nous suivent. Avec grand plaisir, je vous accompagnerai avec des superbes feuilles de route. Autre surprise, émission TV. Bon, il y en a plein qui savent à peu près dans quelle émission on va bientôt passer, mais je laisse la surprise, d'accord. Émission TV, même plusieurs. On est en train de travailler sur un film et un livre, d'accord. Et après, il y aura tout ce qui est digital ou donc la croissance du club d'investisseurs acquisition. Exactement. D'accord. Et au parallèle à ça, tout ce qui est accompagnement dans des métiers prédéfinis. Okay. Donc énormément, Wissem, de travail. Yes. 2025, 2030, pour nous, ça va être énormément de travail. J'ai vu ton livre, ton book 2025-2030. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes et qu'il va falloir aller challenger. Tu sais, le problème de l'entrepreneur, c'est quoi ? Il y en a plein qui vont se retrouver là-dedans. Moi, je suis tellement un fan d'entrepreneuriat que quand je suis à un repas de famille et que je discute avec des personnes de ma famille qui n'ont aucune ambition, tu sais, ce que je me dis, c'est dingue. Je me dis, moi, je vais peut-être pas vivre assez longtemps pour créer tout ce que j'ai envie d'entreprendre. Et je me dis, eux, ils ont tout le temps, mais ils ont envie de rien faire. Tu sais, des fois, tu as envie de leur acheter du temps, mais même pas pour faire fortune, ça c'est fait. C'est juste pour entreprendre parce que c'est magique d'entreprendre. De challenger, de te pousser. Voilà. Et moi, tu sais, j'ai une amie qui m'a envoyé quelque chose, je te jure. Et je lui ai dit, je crois que tu me connais mieux que ma mère. Je vais te dire ce qu'elle me met. Ouais, regarde bien, c'est intéressant. Elle me dit, je viens de terminer le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Et j'ai pensé à toi, je pense que tu te fiches de l'argent, toi tu aimes le chemin et la lutte. Une des dernières phrases du livre est « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme ». Ouais, ça te définit. Et en fait, je lui ai dit, tu m'as défini, c'est dingue, parce que j'ai toujours fait une recherche sur moi-même là-dessus, et c'est vrai, malgré tous les problèmes que j'ai endurés, que ça soit avec l'administration, avec tout, hein, ben en fait, ce que j'aime le plus, je pense, c'est les problèmes. C'est un peu sado de le dire comme ça. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je déteste la finalité. La finalité est après. La fois dernière, je lisais un article d'une personne qui parlait de plein d'entrepreneurs qui ont fait fortune, qui ont vendu des boîtes 100, 200 millions et qui sont rentrés dans des grandes dépressions. Ils sont rentrés dans des grandes dépressions parce que c'est la quête qui te plaît. Comme on dit, l'argent fait le bonheur des pauvres, pas celui des riches. Tu comprends ? Et c'est cette quête permanente qui te plaît. Mais tout le monde ne peut pas le comprendre. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, les amis, alors 2025, juste pour vous dire un petit peu au niveau des réseaux, comment ça va se passer. On est en train de voir pour ouvrir une 3e chaîne YouTube. Donc en fait, il y aura la chaîne à Hakim où il sera beaucoup plus technique sur les sujets qu'il maîtrise et emmener beaucoup plus de technicité et avoir des gens qui le suivent vraiment pour ça. Sur ma chaîne, on va continuer à faire les Hakim Series, discuter entre nous comment on le fait, partager les vraies expériences du terrain parce que les gens ils préfèrent ce schéma-là. On a essayé on invite des personnes, etc. Donc c'est cool, c'est bien, mais je pense que ça on le fera dans la 3e chaîne qu'on veut faire où on invitera un peu tout le monde et on discutera vraiment de tous les sujets pour pas, on va dire, cannibaliser la chaîne et la tienne aussi. Donc faire un truc vraiment à part. Donc 3 chaînes. Hakim hyper technique, la mienne pour continuer à faire les Hakim Series comme on le fait si bien aujourd'hui, partage d'expérience, parler des vrais sujets du terrain, etc. Et la 3e chaîne un peu plus tournée, invitation, divertissement, etc. Voilà, on parlera des relations hommes-femmes, plein de choses, parce que des fois, on a besoin de rigoler, nous aussi. À force d'être sérieux, on a besoin de rigolade, et il y aura un peu de tout ça. D'ailleurs, tu es passé sur Sans Permission. Ouais. Donc, alors, j'ai été étonné avec des personnes très sympas, d'accord ? Moi, je dis la réalité, ce que je ressens, encore une fois. Alors, tu vois, souvent, les gens, ils critiquent, par exemple, Oussama et tout.
des personnes très sympas. Et j'ai plein de gens autour de moi qui me parlent d'anecdotes sur ces gens-là. Je dis, mais tu sais, quand tu voyages beaucoup et que tu as fait le tour du monde, tu auras souvent des anecdotes qui peuvent paraître folles pour des personnes qui sortent pas de chez eux. C'est exactement vrai. Ok, ouais. Mais moi j'y crois parce que j'ai des anecdotes dans ma vie de dingue, des choses de dingue qui me sont arrivées que j'ose même pas dire face caméra. Mais quand tu voyages beaucoup et que tu rencontres des personnes à travers le monde, il t'arrive des choses forcément plus intéressantes et plus dingues. Ouais, c'est clair. Maintenant, Oussama, Yomi et Antoine, des personnes très sympathiques. On a passé un très bon moment, 2h40. Voilà, et j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Hein. Quand tu parles d'anecdotes, tu me fais penser à une anecdote que tu pourras jamais raconter, je pense, ici. C'est celle de la Colombie. Oui. Qui était assez folle. Et voilà, je pense que si tu la racontes, tout le monde va faire un peu le même truc. Ouais, c'est du mytho ou tu dis n'importe quoi, etc. Alors que c'est réel. Moi, j'ai vu... Non, mais c'est comme quand je racontais qu'avec mes collaborateurs, personne ne voulait aller en France pour signer le contrat de 2 millions. Oui. Mais en fait... Dans la tête des gens, c'est incompréhensible. Mais quand tu es à un moment où tu gagnes 2 millions par mois, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ces gens-là n'étaient plus attirés par l'argent qui travaillaient autour de moi. Tu comprends ? Mais tu peux pas le comprendre. Un DJ multimillionnaire va le comprendre. Ouais. Un jeu, parce que dans ses comptes, il y a peut-être 200 millions. Et tiens, il va se dire aujourd'hui, j'ai pas envie de me déplacer pour 2 millions. Parce que je suis fatigué et qu'on est en train de rigoler entre potes et parce que dans son compte, il y a déjà 200. Ouais. Mais tu vois, c'est pas le commun des mortels qui peuvent comprendre ces choses-là. Donc, des fois, je me lâche dans les discussions, mais vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit depuis qu'on a commencé les podcasts ensemble. J'ai jamais dit un mot de plus ou un mot de moins. J'ai toujours parlé avec beaucoup d'authenticité. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que le public nous apprécie et nous remercie. Et aujourd'hui, que ça soit... vous savez, comme je dis, moi, j'ai un problème réputationnel qui m'importe beaucoup. D'accord ? Je tiens à garder une réputation d'homme sérieux et qui a fait ses preuves. Je ne suis pas un infopreneur, je suis un entrepreneur qui aujourd'hui pense que les réseaux sociaux et le personal branding est l'avenir de l'entrepreneur physique. Oui. D'accord ? Et c'est le mix des deux qui va faire le reste. Et donc, c'est un métier qui me passionne aussi. J'aime beaucoup ce qu'on partage parce que c'est un partage d'expérience et que c'est important pour moi. Et quand on va rentrer, que ce soit dans le club d'investisseurs ou dans les accompagnements qu'on va faire, les gens feront eux-mêmes la différence. Je critique personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand vous mettez de l'argent dans un club d'investisseurs, regardez les investissements à 2 ans, 3 ans. Regardez. Est-ce qu'on a fait du x2 ? Est-ce qu'on a fait du x1,5 ? Ou est-ce que la société a été défaillante ? Et c'est là que vous allez pouvoir juger la compétence du club d'investisseurs et des banquiers d'affaires qui l'intègrent. Tu comprends ? C'est important. Quand on va vous vendre de l'accompagnement, je ne vais pas vendre du rêve. Je ne vais pas dire, tiens, il y a un accompagnement, c'est temps pour devenir millionnaire. Ça n'existe pas. Moi, je donne l'outil de la franchise, l'outil du marketing, l'outil dans l'IMO. Après, c'est aux personnes d'être plus intelligentes que les autres. Dire, on va te dire un truc méchant, mais tu ne transformes pas un âne en cheval de course. Même si tu leur donnes le même manuel. Yes. D'accord. Ouais, à travers ces accompagnements, c'est du partage aussi d'expérience pour faire gagner 10 ans à une personne, quoi, aussi. Hein. Il n'y a pas que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques, il y a des choses qui vont faire gagner beaucoup de temps aux gens, mais tu as aussi, toi, tout ce que tu as enduré pendant ces années-là, ça vaut des millions. Hein. Moi, je te le dis clairement, des fois, on a des discussions entre nous. Ce que tu partages et que j'ai la chance de recevoir, c'est des années, c'est tes années à toi. À l'école, oui, on a tous les mêmes livres, on a tous les mêmes manuels. Il y en a qui ont 3/20, il y en a qui ont 20/20. Il y a ceux qui continuent à travailler à la maison et d'autres qui ne travaillent pas. La différence, elle est là. Moi, mon but, c'est de faire gagner 20 ans, 30 ans aux personnes. D'accord ? Souvent, on dit, Hakim, tu as une maturité d'un homme de 80 ans. C'est pas que j'ai 80 ans, c'est que j'ai eu la chance de commencer à entreprendre très, très jeune. Et je suis passé par plein d'obstacles très difficiles qui font que j'ai cette expertise et qui font que je te parie ce que tu veux. Tu me ramènes en face, en podcast, des multimilliardaires et je rentrerai dans la technique plus fort qu'eux. Parce que, et en plus, j'ai un tempérament, tu sais, très curieux, oui, donc je rentre toujours dans le détail. J'ai appris à tout faire. Ouais. Parce que j'ai jamais fait confiance. T'es ma comptable, c'est bien, tu vas créer une boîte, ok, c'est bien, mais j'ai besoin de savoir créer la boîte. Comment je crée une SAS tout seul.
Ce détail-là, dans toutes les choses, ça a été comme ça. Ouais. Moi, je l'ai vu à travers ton ordi. T'as des lignes complètes de drive sur plein de sujets. Je me dis, mais en fait, comment tu arrives à gérer justement tous ces sujets-là et toutes ces connaissances à travers plein de métiers différents? Que ce soit de la formalité, que ce soit de la fiscalité. En fait, tu es dans plein de trucs. Mais parce que, regarde, quand tu me disais ton indice bonheur, c'est quoi? C'est 10-10 parce que je suis un passionné de la vie avant tout, dans ses difficultés comme dans ses facilités, et je suis un curieux de la vie. Parce que comme je dis, quand j'ai passé mon brevet de pilotage, je savais déjà piloter parce que je m'étais tellement renseigné, j'ai tellement appris que j'avais compris avant même de monter dans l'avion. Et ben, c'est pareil pour le business. Et donc, si tu veux, ces accompagnements, c'est pour faire gagner du temps. C'est un franchiseur, bah, il va gagner 20 ans de recherche, il va pouvoir aller très vite tout de suite. Et un franchisé, on va lui donner les outils, les méthodes pour pas se faire avoir dans un monde de requins. Et dans le marketing digital, pareil, on va aller à l'essentiel. Ce qu'on ne sait pas faire, on ne fera pas et ça ne nous intéresse pas. Tu sais, moi, je fais bien que ce que j'aime faire. Le reste. Est-ce qu'on peut parler du coup de rentrer dans la technique de la franchise? Ouais. Ok. Alors, j'ai une série de questions qui va vraiment intéresser les auditeurs là, qui vont te suivre. D'ailleurs, on pivote sur la chaîne YouTube de Hakim pour suivre donc cette série, on va dire, cet épisode spécial franchiseur. Donc, c'est parti.